Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre, vous avez occupé de nombreuses responsabilités. Aujourd'hui, vous êtes au cœur de la réflexion à travers un livre que vous venez de publier, Choisir un chef, les secrets du leadership à travers l'histoire. Un passionnant livre. D'abord, pourquoi cette envie de pénétrer au cœur de ce qu'on sait aujourd'hui pour diriger, pour commander, pour gouverner? Bon, d'abord, c'est un livre qui a été un peu l'œuvre d'un cours, d'une pédagogie. Je suis professeur à l'École supérieure de commerce de Paris et depuis une quinzaine d'années, je fais un cours sur le leadership pour apprendre aux futurs dirigeants un peu ce que c'est que, disons, la science du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que la science des responsabilités, l'art de diriger. Et donc, ce cours, qui est un cours qui a été donc construit pour l'École supérieure de commerce de Paris. Je l'ai développé par plusieurs expériences, l'une au Canada avec l'École nationale d'administration de Québec, l'autre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec l'Institut de formation politique, et puis aussi à la Europe-Chine Business School de Shanghai. Donc j'ai fait un travail un peu académique, de réflexion sur ces sujets, et puis je me suis aperçu qu'il y avait une grande richesse à creuser la différence qu'il pouvait avoir dans la culture des leaderships entre la culture américaine, qui est une culture un peu, je dirais, de la culture, tout s'apprend, on apprend à diriger, on apprend à parler, on apprend à séduire, on apprend à animer des réunions, tout s'apprend. Le côté plus je dirais, nature de l'Europe, où là, un peu comme le général de Gaulle le disait, le leadership, c'est surtout des questions de caractère, de talent, et il faut avoir, au fond, un certain nombre de dons. Et puis il y a l'asiatique et l'africain. L'africain, qui, de mon point de vue, est un peu coincé dans ce double difficulté. D'une part, le passé est toujours très présent et au fond, les acteurs du passé de l'Afrique ne sont pas toujours les Africains. Et donc, on voit bien qu'il y a là toujours un sujet difficile sur l'histoire africaine. Mais en même temps, ce sujet difficile fait face à un pronostic qui est un pronostic très ambitieux. On dit c'est le continent de l'avenir. Donc, d'un côté, on dit c'est le continent de toutes les pesanteurs, et de l'autre côté, c'est le continent de tous les avenirs. Donc, c'est un peu un grand écart. Et donc, ça demande, notamment aux jeunes générations, un travail créatif important. Et puis en Alors, Chine, c'est autre chose encore. Oui, pardon. Juste pour s'attarder sur les ressorts profonds pour être leader et d'exercer un leadership, il y a aussi des caractéristiques, le charisme, une forme de magnétisme, aussi appliquer des formules, aussi dans le contact, créer l'empathie. Mais il y a des choses qu'on développe, mais il y a aussi des choses qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. Ça fait partie de la personnalité de chacun. Absolument. Le général de Gaulle disait qu'à l'artiste comme au chef, il faut le don façonné par le métier. C'est-à-dire qu'il faut le don, il faut le talent, mais façonné par le métier, il faut l'expérience. Et donc c'est vrai que je pense que notamment, j'ai eu l'occasion à l'université au Fouet-de-Boigny de travailler avec des jeunes sur l'expression orale pour bien montrer combien, au fond, la parole était un élément du pouvoir et de la responsabilité qui est très, très important. Et donc, il y a en effet ces dons, mais aussi le travail et l'expérience. Mais le leadership n'est pas toujours une vertu. Le leadership a aussi ses dérives, comme par exemple l'exercice solitaire du pouvoir, le manichéisme, avoir tendance à considérer que le bien, ce sont ses équipes et que le mal, ce sont les adversaires. Et puis, il y a aussi ce que nous voyons en Europe, souvent la surexposition par rapport à l'Asie, où à l'Asie, le chef est plus discret.
Oui. Il n'est pas sur le devant de la scène. C'est pas Napoléon au pont d'Arcole. Oui. Souvent, quand on reçoit une délégation de Chinois, le chef, il est dans la délégation. Il faut Oui. commencer par identifier le chef, parce que c'est pas celui qui vous serre la main le premier. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont que, d'abord, c'est différent suivant les continents, et que d'autre part, ça peut être vertueux, mais il y a des dérives qu'il faut anticiper. Mais vous aussi, vous avez vraiment, avec votre long parcours, été au cœur de cette transfiguration. Moi, je vous ai suivi sur la durée et j'ai vu cette capacité à se transformer, à s'approprier les éléments de son époque et à faire évoluer. Et vous êtes un homme de réflexion euh, plein de choses sur ce qu'on appelle le mindset, la mentalité, l'état d'esprit. Ah, je pense qu'il faut vivre avec son temps, hein. Nos grands chefs disaient souvent que euh, ce n'est pas souvent nous-mêmes qui faisons l'histoire, mais nous sommes ceux qui peuvent adapter l'humanité à l'histoire. Donc, quelquefois, nous faisons l'histoire, mais très souvent, il s'agit plutôt de s'adapter à l'histoire. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut avoir à la fois cette grande qualité du chef qui est la vision, la perspective, la promesse, le projet qui projette dans une vision ambitieuse ce que est le devenir. Et puis, il faut, une fois qu'on a cette vision, avoir aussi les capacités de mouvement pour écouter, pour s'adapter, corriger et pour faire vivre l'exercice des responsabilités en même temps que la société dans une sorte d'harmonie. Et ça, je crois que c'est un des éléments très importants. En effet, si on n'a pas de port, si on n'a pas une vision, on n'a Oui. pas de bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin sans destination. Mais il est clair que le bon chemin, ça exige une écoute, une forme de flexibilité, d'être adapté, une sorte de 4x4 de la pensée pour être capable de passer partout, de comprendre ce qui se passe, ce qui veut dire Oui. que le chef est quelqu'un qui doit savoir parler pour Mhm. entraîner, pour incarner, Oui. pour projeter, mais aussi il doit savoir écouter. Et je trouve que dans notre enseignement, en tout cas en Europe, on ne laisse pas suffisamment de place Oui. à l'expression, Mhm. l'expression orale et à Oui. l'écoute, à la compréhension de l'autre. Et ça, je crois que ça devrait être des disciplines qui s'enseignent dès le plus jeune âge, apprendre à s'exprimer et apprendre à partager la parole. Partager la parole, c'est un Mhm. élément très important des démocraties. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a certaines limites qui arrivent au leadership. Il y a une crise du leadership partout, on le voit. Et c'est-à-dire que ça nous oblige aussi à repenser complètement la manière de faire, peut-être. Absolument, je pense que le leadership doit s'adapter et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à il y a une vingtaine d'années, aux États-Unis comme en Europe, Oui. il y a une vingtaine d'années, la communication était un élément majeur de l'exercice des responsabilités. Et donc, les chefs étaient toujours sur le devant de la scène. On Oui. voit aujourd'hui que certes, la communication a toujours une place très importante, mais qu'il y a la nécessité de la sobriété. Je Mhm. pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle du succès de Madame Angela Merkel, 16 ans à la tête de la chancellerie en Allemagne. Mais cet exercice du pouvoir, peut-être que c'est aussi un exercice féminin du pouvoir. Il Mhm. est un exercice assez sobre, assez peu provocateur, assez peu Oui. brutal, et qu'un leadership dans lequel on voit que le réel est très important par rapport à la pression de l'idéologie ou par rapport aux grandes images qui peuvent être développées, ce que les Américains appellent the big picture. En fait, Angela Merkel est une réaliste, pragmatique, pas idéologiquement très engagée, mais en revanche extraordinairement proche du réel. Donc il y a un certain nombre d'événements qui font que le leadership doit s'adapter. Mais il y a aussi ce que vous soulignez, c'est que le déficit de leadership, quelquefois, parce que
les caractères un peu d'exception sont attirés par d'autres carrières et ne viennent pas forcément maintenant dans l'exercice de la politique. Et puis, surtout, il y a le fait que la politique est devenue, pour ce qui est de l'exercice des responsabilités au plus haut niveau, des charges très très lourdes, où les attaques sont brutales, où le sport est assez viril et où il faut des capacités de résistance et de résilience puissantes, ce qui fait que très souvent, on connaît dans de très nombreux lieux des déficits de leadership. Je voudrais profiter de votre expertise, de votre regard et surtout de votre expérience. Vous connaissez deux sujets, la Chine, dont vous avez essayé de traiter à plusieurs reprises, soit dans des livres ou des conférences, dans le leadership chinois. Et là, on le voit, il y a une limite de cette gouvernance mondiale de la Chine, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas avec les Chinois ce qu'on appelle le American Way of Life. On ne rêve pas avec les Chinois. C'est-à-dire qu'au contraire du modèle qu'on a vu aux États-Unis. Exactement. Le modèle est profondément différent, je dirais quasiment opposé, puisque le modèle en Chine met le collectif au-dessus de l'individu, alors qu'aux États-Unis et en Europe, nous mettons très souvent l'individu au-dessus du collectif. Alors, en Chine, je pense qu'il y a une évolution des choses. La pensée traditionnelle du pouvoir en Chine, cette pensée construite par Confucius, Lao Tzu, Han Feizi, c'est une conception qui fait que le chef n'agit pas. Le chef est dans le groupe, il fait agir le groupe, il ne s'expose pas, il ne s'use pas, on protège le chef. Et donc, le prince en Chine est historiquement quelqu'un qui est discret et qui joue de son influence, qui, comme un chef d'orchestre, organise la pression des autres. Mais les compétitions internationales, la mondialisation et dans la période plus récente, la tension entre la Chine et les États-Unis, cette guerre froide conduit la Chine à sortir de ce silence relatif de ses chefs pour avoir des chefs plus engagés, plus communicants et plus connus dans le monde. Par exemple, M. Xi Jinping aujourd'hui, il est connu, son visage est connu dans les rues de Bangalore, dans les villages africains ou dans l'Amérique du Sud, on connaît la personne de Xi Jinping. On ne connaissait pas Hu Jintao, l'un de ses prédécesseurs. Donc, il y a là une sorte d'incarnation quasiment occidentale, je dirais, avec des grands projets. C'est vrai que Xi Jinping a incarné le projet de route de la soie, ce qui d'ailleurs a fait peur à l'Occident et a déclenché un certain nombre de réactions qui ont été au départ des réactions de curiosité, puis de crainte, puis dans un certain nombre de cas d'hostilité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre des leaderships. Il y a le leadership de la Chine qui est de plus en plus puissant. C'est l'économie numéro 2 qui est en train de devenir l'économie numéro 1. Et là, c'est ce que les géopolitologues appellent le piège de Thucydide. C'est le numéro 1, les États-Unis, qui ne veulent pas qu'émerge le numéro 2, la Chine, et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. Et cette bataille-là conduit les Chinois à s'exposer davantage et à avoir un chef, en la personne de Xi Jinping, qui cherche à incarner internationalement sa cause et qui donne ainsi une capacité, je dirais, de dialectique dans le monde qui inquiète aujourd'hui beaucoup parce que cette compétition entre les États-Unis et la Chine, elle peut d'une part mal tourner et d'autre part, elle peut être très durable. L'autre exemple, et je souhaiterais avoir votre regard à vous, c'est le rapport France-Afrique. La France est un pays. Est-ce que la France a un problème de leadership? C'est-à-dire qu'elle est dans sa perception sur ce continent. Il y a énormément en fait, un parasitage. La France est mal comprise malgré toute sa bonne volonté. Qu'est-ce qui explique
ce déficit et cette espèce de décalage qui est vraiment déplorable, en tout cas dans ces relations France-Afrique. Bien oui, parce que, bon, d'abord, l'histoire a fait que pendant longtemps, le leadership de la France était un leadership colonial, parce qu'on peut dire que le colonialisme était une forme de leadership. Et Ouais. donc, il est clair que ce passé-là reste présent et que de part et d'autre, il peut être utilisé soit parce que c'est une cicatrice lourde de l'histoire, soit aussi parce que des intérêts actuels font que les uns ou les autres peuvent en avoir besoin. Donc, on voit bien qu'il y a des nuances dans les différentes attitudes. Mais je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est essayer de se projeter et que ce qui doit permettre à la France de reparticiper au destin de l'Afrique Ouais. et de manière nouvelle, c'est de se projeter sur l'avenir, non seulement du continent africain, mais fondamentalement du continent euro-africain. Parce que pour moi, nous sommes dans le même bateau et il ne faut pas croire que l'Afrique sera heureuse si l'Europe est malheureuse ou l'Europe ne sera pas heureuse si l'Afrique est malheureuse. Donc, Et pourquoi? Et pourquoi il y a ce décalage? On n'est pas passé à l'acte, c'est-à-dire qu'on dit en permanence que l'axe Euro-Afrique il est fondamental et tous les éléments plaident pour ça, mais on n'est pas dans l'action, il y a un décalage énorme. oui, parce qu'il y a des priorités qui ne sont pas perçues comme étant les priorités du long terme et que chacun essaie de voir les priorités du court terme aujourd'hui, mais que le long terme, c'est l'intégration de ce milliard de jeunes qui va peser dans l'avenir de l'Afrique et que ce milliard de jeunes, ça doit être une chance, une réussite, ça doit être des forces nouvelles qui viennent donner le destin à l'Afrique et que au fond, nous ne nous projetons pas dans une situation à 15 ans ou à 20 ans. Et c'est je crois, le problème que nous avons. À force de gérer le présent et de sous-estimer l'avenir, nous ne sommes pas au rendez-vous de l'avenir. Et donc, je pense qu'on est resté piégé dans le passé parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment l'avenir. C'est Oui. parce qu'on ne regarde pas suffisamment les nouvelles frontières qu'il nous faut franchir, y compris le sujet de l'immigration que nous devons travailler dans une perspective qui n'est pas la perspective de demain matin, mais qui est la perspective de 15-20 ans. Et cela, on voit bien que ça nous imposerait d'avoir un certain nombre de projets, d'avoir un certain nombre d'efforts et notamment d'investissements à faire, y compris dans le domaine éducatif, et que euh, ce qui nous aujourd'hui empoisonne la vie, c'est que nous faisons une dialectique entre le passé et le présent et qu'on présuppose toujours que le passé est toujours présent ou que le présent n'est pas suffisamment différent du passé, mais on n'a pas là la proposition qui est la vraie proposition alternative, c'est le futur. Qu'est-ce que nous faisons du milliard de jeunes Africains qui, en 2070, seront à la recherche d'une intégration dans une société? Comment l'Europe participe à cette dynamique-là? C'est ça notre question, avec la Alors, question du changement climatique, avec un certain nombre d'autres questions. Mais fondamentalement, si on avait un débat sur notre futur, on serait peut-être moins embourbé dans le passé. c'est-à-dire que dans cette vision de la géoéconomie, vous sillonnez la planète, mais il y a des points d'appui considérables. Et d'abord, il s'agit de s'interroger sur les conditions de l'émergence. Comment aujourd'hui, vous l'avez dit, dans les parcours individuels ou des nations, il y a des transformations nécessaires. Comment aujourd'hui coacher cette émergence, sur quels sont les points d'appui et comment faire évoluer les choses vers ce que vous dites. Je pense que la première des choses, c'est de rapprocher les élites et notamment les élites entrepreneuriales. Je pense qu'il faut que les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs euh, africains, par exemple, et les entrepreneurs européens travaillent davantage avec des proximités, des amitiés construites pour l'avenir. Et donc, il faut que les personnes soient connectées ensemble pour faire face à l'avenir. Je pense qu'un des sujets majeurs aujourd'hui que vont affronter un certain nombre de jeunes dirigeants d'entreprise, de jeunes porteurs de projets, c'est la solitude.
Et donc, il faut rompre cette solitude en métissant complètement les expériences pour essayer de comprendre les défis qui nous sont posés. Et donc, ce que je crois, c'est qu'il faut que nous ayons aujourd'hui une connexion de réseau bien plus nombreux, bien plus dense entre les acteurs, entrepreneurs, porteurs de projets, j'appellerais tous ces leaders d'avenir qui sont dans les associations, qui sont quelquefois dans les conseils municipaux, qui sont dans les entreprises, toute cette jeunesse qui est le levier de notre avenir, et il faut que ces gens-là travaillent ensemble et aient une vision de ce qu'est ce grand continent euro-africain. Donc pour ça, il faut que on développe des solidarités actives et allant jusqu'à des relations d'amitié pour construire une pensée commune. Et ça, je pense qu'il faut le faire notamment avec les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Il faut que, si vous voulez, je crois qu'on est en train de gagner la bataille malgré tout de l'éducation. Au fond, les jeunes entrepreneurs africains, par exemple, ont pour la plupart les bases éducatives nécessaires, mais aujourd'hui, ils ont besoin de l'expérience partagée. Et cette expérience partagée, elle doit se faire par des projets communs, par des métissages d'entreprises, par la capacité à anticiper ensemble l'avenir. Saint-Exupéry disait « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Il faut regarder ensemble les défis technologiques qui nous sont posés. Nous avons des problèmes de relocalisation en Europe continentale. Un certain nombre de nos activités sont parties et nous font aujourd'hui défaut. On l'a vu notamment à l'occasion de la pandémie. Il est clair qu'avec une partie de l'Afrique, on peut essayer de relocaliser un certain nombre d'activités sur notre grand continent. Donc là, je pense qu'il y a des sujets qui sont très concrets, très opérationnels pour apporter des réponses communes à un avenir commun. Donc c'est ça la clé. Je pense que la clé, c'est la connexion des leaders, c'est la connexion des entrepreneurs, c'est lutter contre la solitude de manière à ce qu'on partage les expériences. C'est d'accord. Au fil de votre parcours, vous avez, dans cette cohérence que vous avez soigneusement mise en place, vous avez créé aujourd'hui des fondations. Vous êtes à la tête d'une fondation de l'innovation politique. Vous êtes aussi au cœur de la fondation Leader pour la paix. Vous êtes sur ce qu'on appelle dans le soft power. Est-ce bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Et sur les sujets qu'on vient d'évoquer, deux initiatives par exemple, nous allons monter avec la ville de Montpellier quelque chose qui va ressembler à une université d'été pour les jeunes entrepreneurs africains et européens. Et de manière à ce que pendant 3 semaines, ensemble, ils travaillent à la fois sur l'échange d'expériences et sur l'échange de projets. Et ça, c'est fait à la taille de notre fondation, Prospective et Innovation, mais avec le soutien et du président de la République et des autorités françaises et puis des différents États qui vont être associés à cette dynamique. Mais je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut faire de mettre en connexion les leaders de l'action d'avenir. Et puis, pour Leader pour la paix, par exemple, j'étais à Dubaï tout récemment où avec un certain nombre d'autorités, avec le soutien des autorités des Émirats arabes unis, nous avons participé à ce qu'est aujourd'hui un grand pavillon des femmes à l'université de Dubaï, parce que, par exemple, l'énergie féminine est une des énergies qu'il nous faut développer aussi bien en Europe qu'en Afrique. On se rend compte qu'il y a dans la capacité aujourd'hui d'entreprendre des femmes des ressources formidables à promouvoir. Donc là, sur Leader pour la paix, nous travaillons beaucoup avec les femmes comme acteurs de paix, y compris pour la médiation. Donc vous voyez, je vous donne 2 exemples, les entrepreneurs et les femmes, où nous pensons vraiment qu'il faut sortir les gens de leur solitude, leur donner des espaces très grands pour leur horizon, mais en même temps leur donner des amitiés solides, diversifiées, qui leur permettent d'éviter la solitude face aux défis qui sont quelquefois impressionnants d'ampleur. Comment vous structurez un élément fondamental qui bouleverse nos vies, cette révolution numérique? Vous vous y êtes vous-même adapté à un pas de géant.
C'est-à-dire que comment voyez-vous, et sans répéter ce qu'on dit un peu partout, c'est-à-dire que comment voyez-vous ce déploiement dont on ignore une grande partie du reste? Si vous voulez, je le vois comme un formidable atout, une formidable avantage. Moi, je pense qu'il faut vraiment se dire que le progrès, on ne le bouleverse pas, on peut s'y adapter. Et il faut être assez humble face aux évolutions. C'est comme quand je parlais de l'histoire tout à l'heure, quelques individus, quelquefois, font l'histoire, mais globalement, l'histoire est un fleuve plus grand que nous et il faut travailler sur les berges pour éviter d'être emporté. Et tout notre talent, c'est de comprendre le fleuve de l'histoire et de faire vivre l'humanité dans ce fleuve sans qu'il nous emporte et sans qu'on perde notre maîtrise de l'avenir. Et donc, je crois aujourd'hui que les nouvelles technologies sont une chance formidable. Bon, on parle tous les deux de part et d'autre de la Méditerranée, et puis de manière conviviale, avec une capacité à se voir, à se regarder, à comprendre une partie de notre communication non verbale. Et donc tout ça est quand même très très important et ça peut faciliter les échanges d'idées et beaucoup d'autres natures d'échanges. Donc d'abord, il faut avoir une attitude positive et ensuite chercher à, naturellement, il va falloir être attentif à ce que la vraie convivialité, la vraie communication non verbale, cette sensibilité, et puis cette compréhension de l'autre, qui est en fait tout l'art aussi de la diplomatie sur le plan politique, c'est-à-dire de notre vivre ensemble. N'oublions pas que tout ça est inventé pour lutter contre la violence. C'est parce que les hommes, quand ils sont entre eux, ont tendance à se gérer par la violence, et que c'est pour ça que nous avons mis et du droit et de la politique dans nos affaires pour éviter qu'il y ait un excès de violence. Donc la violence est toujours menaçante parce que les inégalités sont menaçantes, parce que le manque de dignité est souvent fort, enfin plus exactement, les atteintes à la dignité sont trop nombreuses. Et donc on voit bien qu'on a besoin aujourd'hui dans ce monde d'avoir une certaine forme de vigilance pour que les progrès techniques aillent toujours dans la bonne direction et qu'il n'y ait pas trop de dérives. Mais je pense que, au fond, la clé, elle est en nous, la clé, elle est dans notre pensée. Et de ce point de vue-là, je trouve que la pensée asiatique est une pensée intéressante à discuter pour nous. C'est cette pensée qui fait qu'à l'intérieur d'une donnée, il y a du bon et il y a du mauvais. Rien n'est tout bon, rien n'est tout mauvais. Et donc, ce yin et ce yang, ce partage des choses, je crois qu'il faut regarder comme ça. Il y a des choses formidables avec la médecine que va nous apporter l'intelligence artificielle. Il y a des choses vraiment qui vont nous conduire à économiser du CO2, à faire plein de choses qui vont être très positives. Mais d'autre part, il y a des risques importants, il y a des menaces. Quand on voit le temps d'écran d'un certain nombre d'enfants qui risquent de perdre leur créativité, leur capacité d'expression. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Donc, traitons les difficultés. Il faut les identifier d'abord et les traiter ensuite. Mais je pense qu'il faut garder cette idée que nous sommes dans une période où la technologie va être bouleversante. La technologie va sauver des vies. La technologie est un progrès. Le progrès est une force considérable aujourd'hui pour que les peuples avancent dans l'histoire. Naturellement, il faut qu'on ait cette sagesse du progrès qui fait qu'on essaie de ne pas trop abandonner notre pouvoir sur les choses, notre pouvoir sur la vie, et qu'au-delà de l'adaptation, il nous faut quand même avoir la capacité, comme disait Malraux, de laisser notre cicatrice dans l'histoire. Parole de sage, il y a tellement de sujets qu'on aurait aimé traiter avec vous. Je rappelle et j'incite à la lecture de Choisir un chef, les secrets du leadership à travers l'histoire, aux éditions Philippe Ray. Jean-Pierre Raffarin, je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé notre lanterne avec votre retour d'expérience. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de prolonger ces réflexions. Tout ce que j'ai mis dans mon livre fait partie un peu de l'expérience d'une vie. Je ne pense pas que diriger, commander soit une science, mais je pense que c'est un art
il y a des techniques et il y a des talents et il faut essayer de s'en rapprocher. Mais personne n'est parfait. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.